Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo Top Lecture 2020 sur Mode Manon prend son bouquin. C'est aujourd'hui la grande vidéo de l'année, celle où on prend toutes ces lectures et qu'on décide lesquelles ont été les meilleures, lesquelles ont été des flops, lesquelles sont passées inaperçues et lesquelles nous marqueront à vie. Vous adorez ça à la fin de l'année comme moi, regardez toutes les lectures que vous avez faites et vous dire « Oh là là, celle-là, c'était vraiment dingue ». C'est un petit peu comme quand on passe devant un restaurant. Quand on passe devant un restaurant et qu'on dit « Oh, c'est ici, j'ai mangé un ossobuco, je me rappellerai toute ma vie ». Bah un bouquin, c'est un petit peu pareil. Si c'est un bon bouquin, normalement, dès que vous voyez la couverture dans votre bibliothèque, l'histoire vous revient. Et du coup, c'est ce qui me permet à moi de me faire une sorte de petit top de fin d'année des lectures qui m'ont le plus marqué, bref, mes 10 meilleures lectures. À chaque fois, je me restreins à 10. Alors, il y a des années où c'est très compliqué parce que j'ai 13, 14, 15 lectures marquantes. Cette année, 10, c'était très bien car j'ai eu beaucoup moins de coups de cœur que les autres années. Déjà parce que j'ai beaucoup moins lu et de plus parce que je pense que je deviens de plus en plus difficile à satisfaire. Au dernier décompte, du coup, en 2020, j'ai dû lire 62 ou 63 lectures, je sais plus, ça se joue entre les deux chiffres. Donc, c'est évidemment beaucoup moins que l'année précédente où j'avais lu 102 lectures, je crois. Mais je m'en fiche un petit peu parce que certes j'ai beaucoup moins lu, le contexte était quand même bizarre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont justement profité des 2 confinements pour lire à foison. Moi ça m'a totalement coupé la chic de lecture, j'avais plus du tout envie de lire. Néanmoins je lis des livres beaucoup plus variés et beaucoup plus complexes qu'avant, donc je suis hyper satisfaite. Vous verrez que mes lectures sont très variées. J'ai lu énormément de romans graphiques, ce qui est quand même une des grandes nouveautés car avant j'en lisais 1 ou 2 par an et cette année je crois que j'en ai lu une vingtaine. Donc je suis vraiment beaucoup plus curieuse qu'avant, je fais des lectures beaucoup plus compliquées, qui me travaillent beaucoup plus, qui me prennent beaucoup plus de temps et j'en suis très heureuse car je sors totalement de ma zone de confort. Après avoir totalement raconté ma life et avoir fait ce petit moment bilan sur mes lectures, c'est parti, on commence tout de suite avec le numéro 10. Bon, en fait, tu vois, il y a les nanas qui ont, ou les mecs d'ailleurs, qui ont pied de caméra, luminosité et tout, puis t'as moi qui mets un téléphone en équilibre sur une pile de bouquins avec ma fenêtre pour faire de la lumière, on est vraiment en mode roots. 10e position, j'ai choisi de mettre une lecture qui a pourtant été assez lente et que j'ai trouvé assez éprouvante alors que c'est un livre très court mais qui m'a vraiment marqué. Il s'agit du livre très connu de John Steinbeck, Des souris et des hommes, qui va raconter l'histoire de 2 hommes dans les États-Unis du 19e siècle, si je dis pas de bêtises, qui en gros marchent de ferme en ferme pour trouver des petites jobs en fait. Contre le travail de ferme, vous êtes logé, nourri, blanchi. Et en fait, ils vont tous les 2 rejoindre un nouveau corps de ferme avec d'autres personnages hauts en couleur. Et on va avoir une sorte de galerie de personnages comme ça, qui te mettent tous mal à l'aise pour une raison ou une autre, que ce soit des hommes ou des femmes, des jeunes ou des vieux. Et c'est un livre qui est bouleversant et qui, je pense, va me marquer longtemps, car il donne une définition de ce que c'est que le rêve, de ce que c'est que l'amitié. Jusqu'où peut-on aller par amitié, par amour? Est-ce qu'on est prêt à gâcher sa propre vie par amour? Ça parle de conditions sociales, ça parle de jalousie, ça parle des rapports hommes-femmes et des rapports entre les blancs et les noirs de l'époque aux États-Unis. Vous vous doutez bien que c'était pas glorieux. Et du coup, il y a vraiment énormément de sujets qui sont compressés dans un tout petit bouquin très calme et assez plat en termes de rythme et en termes d'événements. Mais la fin est tellement tonitruante que je me rappelle, c'était pendant le confinement, j'avais pas de meubles, assise sur mon petit plaid et je suis restée assise hyper longtemps après en fixant le mur tellement que j'étais dans mes pensées, j'étais choquée par ce bouquin et ça a été vraiment une lecture très bouleversante, d'où le fait qu'elle fait partie de ce top 10. Petit livre très marquant et bouleversant aussi que j'ai choisi de vous parler. J'ai choisi de mettre en 9e position La plus précieuse des marchandises de Grimberg, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle l'auteur. Je mettrai le bon nom en dessous quoi qu'il arrive. La plus précieuse des marchandises, c'est une nouvelle, c'est vraiment une sorte de petit conte plus précisément. Qui va raconter l'histoire d'un homme et d'une femme qui vivent en pleine campagne, dans ma tête à moi on est en Pologne, je sais pas pourquoi, en pleine campagne des pays de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale et qui vont vivre ensemble un événement troublant, c'est-à-dire que la femme va trouver un bébé qui a été jeté d'un des trains allant vers les camps de la mort. Je vous en dirai pas plus, mais ça va raconter cette histoire, c'est vraiment un conte. Et surtout, c'est la plume de l'auteur qui est exceptionnelle. Là, on est face à quelqu'un qui a vraiment du talent, qui a vraiment un genre d'écriture qui lui est propre, qui n'est copié sur aucun autre, qui n'est pas commun. Déjà ça, rien que la première page, vous êtes totalement embarqué dans cette plume et dans cette manière d'écrire. De plus, j'y suis allée sans savoir de quoi ça parlait, et c'est pour ça que je veux pas vous en dire trop, car j'ai juste vu qu'on était dans l'esprit d'une femme qui voulait un bébé, et d'un coup il va se passer plein d'événements, on est dans une époque très hostile, c'est vraiment pertinent et intéressant de lire ce petit conte historique qui nous montre encore une fois à quel point l'être humain peut être formidable comme il peut être atroce, et j'ai été très marquée par ce livre, d'autant pour le talent d'écriture comme vous l'aurez compris, que pour l'histoire, donc je vous invite vraiment à découvrir cette jolie petite histoire qui est très courte, elle doit faire une centaine de pages, ça se lit d'une traite et je pense que vous vous en souviendrez.
8e position, Les os des filles de Lynn Papin. Alors ça c'est un livre pareil dont vous avez entendu parler sur ma page Instagram et sur ma chaîne. Ça raconte l'histoire de 3 femmes d'une même famille, 3 générations différentes, grand-mère, mère et fille, qui vont partager leur vécu, leur enfance en fait. Voilà, on est au Vietnam, je crois. On va vivre du coup l'expérience de la grand-mère qui a grandi dans un Vietnam en guerre, de la mère qui a été un petit peu cette génération où on a voulu... comment dire, adopter un mode de vie occidental et que c'était une preuve de réussite si on passait dans les classes sociales supérieures, enfin vraiment cette sorte d'émancipation des pays d'Asie de l'Est. Et enfin la dernière jeune fille qui elle vit en France et qui vit un très grand mal-être et qui interroge énormément sa culture et ses racines, voilà, qu'est-ce que ça fait de vivre et de grandir en France quand toute sa famille a grandi à l'autre bout du monde. Pareil, là on a une plume qui est magnifique, qui est pertinente et moi ça m'a tellement touchée de voir ces 3 vies de ces 3 femmes, voir l'impact qu'ont les aînés sur les jeunes générations dans une famille. Et vous savez un petit peu cette problématique des traumatismes vécus par des générations, est-ce qu'on peut les transmettre consciemment ou inconsciemment à nos enfants, à nos petits-enfants? Moi j'ai adoré et je souhaite, j'espère du moins pour l'autrice que je ne suis pas la seule, en tout cas je serai très attentive à ce qu'elle écrira d'autres, car voilà, c'est encore une fois un tout petit bouquin, mais comme quoi il ne faut pas qu'un bouquin soit énorme pour qu'on soit marqué, un tout petit livre bien pertinent, c'est génial aussi. Deuxième position, un livre dont j'entendais parler depuis des années et que je voulais dévorer depuis des années et que j'ai pu grâce à un envoi des éditions Actu SF. Il s'agit de Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro. Alors ce livre, sur le moment je me rappelle que je me suis dit que c'était pas un coup de cœur, mais vous voyez, des mois après j'y pense encore et il m'a tellement marqué et bouleversée. C'est un roman one-shot historique. Nous sommes en France et voilà, il y a des grandes guerres entre les protestants et les catholiques. Le roi Henri IV, si je ne m'abuse, voilà, va se convertir à l'une des 2 religions, ce qui va créer un tollé et notamment une guérilla dans la ville de Marseille. Nous, on va suivre cet événement historique du point de vue de 5 personnages totalement différents, des hommes et des femmes, qui sont de cultures différentes, qui ont des âges différents, qui ont des professions différentes. Il y a un vieux chevalier à la retraite, tout est mélangé. Il y a très peu de magie, c'est vraiment une sorte de petite touche, de petite sucrerie ajoutée dans le paquet de bonbons. Moi, j'ai vraiment trouvé ça super parce que l'auteur a réussi à nous embarquer dans un événement qui doit durer seulement 48 heures dans la vraie vie et on a l'impression que c'est une histoire de dingue. On est vraiment au cœur d'un événement historique. C'est vécu par des points de vue tellement différents et tellement riches. Les personnages sont exceptionnellement incarnés par l'écriture. C'est talentueux en fait de réussir à faire ça. En général, les personnages sont soit un ramassis de clichés, même leurs paroles et leur manière de penser est beaucoup trop différentes, déconnectées, on est vraiment dans des cases. Là, les personnages sont fluides, ils sont différents, ils sont surprenants. Et leur histoire avec un grand H comme avec un petit, leur histoire personnelle, va vous marquer. Et puis il y a un suspense, en plus, vous lisez le bouquin, vous n'avez pas envie de le lâcher. Donc rien que pour ça, bravo Jean-Laurent Del Socorro, je vais être hyper attentive à tous les autres bouquins qui sont sortis depuis. En tout cas, celui-là fait grand bruit sur internet, grand bruit dans le monde des libraires, des bibliothécaires et autres, et je comprends pourquoi et je ne peux que vous le conseiller. On continue avec, en 6e position, un super bouquin qui n'est autre que Amour de Léonore de Recondo. Je l'ai choisi pour le titre, pour la couverture et pour le nom de cette autrice dont j'avais beaucoup entendu parler. Amour, ça raconte l'histoire d'un homme de l'aristocratie qui a pris l'habitude, au lieu de coucher avec sa femme qui en meurt d'envie, de violer régulièrement la jeune fille de maison qui fait le ménage chez eux. Sa femme, elle n'a qu'une envie, c'est d'avoir un enfant, de reconquérir son mari, cet époux, ce mariage arrangé. Mais voilà, il n'y a plus rien entre eux, elle ne comprend pas trop ce qui se passe. Et nous avons de l'autre côté cette jeune fille qui subit ces atrocités régulièrement. Et ces 2 femmes un jour vont se rencontrer et vont échanger. Je vous en dirai pas plus, mais c'est vraiment l'amour au pluriel, toutes les formes d'amour, amicale, amoureuse, maritale, de famille, tout ce que vous voulez. Et j'ai été très très touchée par ce bouquin parce qu'il est triste, il est beau, il est bouleversant, on voit vraiment beaucoup de choses sur la nature humaine, du bon comme du mauvais, et voilà, il m'a marqué. C'est en plus, encore une fois, très bien écrit, j'ai surligné beaucoup de pages, voilà, l'autrice a vraiment un talent, du coup j'ai acheté 2 autres de ses bouquins que j'ai hâte de lire en 2021. Mais voilà, Amour, Léonore de Recondo, vous pouvez y aller les yeux fermés. Encore une fois, un tout petit livre, à croire que cette année j'ai eu un coup de cœur pour les livres courts mais pertinents. N'hésitez pas à le lire et à l'offrir s'il vous a plu, car je pense qu'il devrait être encore plus connu qu'il ne l'est. Saga de fantastique, fantasy, comme quoi vous avez vu, cette année il y en a beaucoup moins dans mon top parce que j'en ai beaucoup moins lu, ou du moins j'en ai beaucoup moins apprécié. Je voulais vous parler de la saga qui est pour l'instant en 2 tomes, mais le 3e tome est en attente. Les Terres d'Orisha de sang et de rage de Tomi Adeyemi que j'ai lu là pendant le mois de décembre. Et ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas été autant captivée par une saga. Où l'on suit l'histoire de Zélie. Zélie, c'est une jeune fille qui vit sur les terres d'Orisha. Alors les terres d'Orisha, c'est une île qui est très inspirée des terres africaines. Voilà, on a beaucoup de jungle, beaucoup de savanes, beaucoup de côtes avec la mer, les villages. Enfin vraiment, il y a une très très grande inspiration africaine.
et ça change déjà, ça fait du bien. Et tout pareil pour la magie, voilà, l'autrice, elle a vraiment réussi à écrire un univers très différent. On n'est pas dans le cliché de la magie avec les sorciers, les sorcières. Non, là nous avons le peuple des Magi, voilà, qui ont été persécutés. La magie a disparu des terres d'Orisha parce qu'il y a évidemment un despote, un roi horrible au pouvoir qui a massacré tout le monde et qui a, je ne sais comment, réussi à enfermer tous les pouvoirs magiques et à faire que les gens qui naissaient avec des pouvoirs magiques ne pouvaient plus les utiliser. C'est comme toujours, une suite d'événements va faire que Zélie va se retrouver à devoir combattre ce terrible roi, et face à elle, il y aura d'autre que son fils qui est un prince et qui lui aussi veut à tout prix défendre l'idéologie de son père, et sa sœur, la princesse Amari, qui elle en a vraiment marre de sa condition de princesse et va se retrouver elle aussi au cœur d'une histoire dont elle n'avait rien demandé. Vous vous doutez bien qu'on est quand même dans une saga habituelle avec une sorte de dictature mise en place et un peuple qui veut se battre et se soulever contre cette tyrannie. Donc déjà ça c'est quelque chose qui fonctionne quand c'est bien mené, ce qui est le cas là. Mais moi ce que j'ai vraiment adoré, c'est un roman choral, donc on alterne entre les points de vue des personnages, l'évolution de leurs traits de caractère. Ce sont des adolescents évidemment. On n'est pas dans le cliché trop neuneux de l'adolescente qui est rebelle et qui veut à tout prix tomber amoureuse. Non, ça va, heureusement, on est sorti de ça. On n'a pas de triangle amoureux, ça fait énormément de bien aussi, mais on est quand même dans un univers où il y a de la cruauté, il y a de la violence, il y a vraiment des combats qui tiennent à cœur à ce peuple. Nous avons d'un côté ce prince, il remet même pas en question, son père lui a mis dans le crâne depuis toujours que la magie était redoutable et du coup il y va tête baissée massacrer des gens, il n'a aucun recul. Cette princesse qui elle ne sait plus trop sur quel pied danser entre ce qu'on lui a appris et ce qu'elle constate de ses propres yeux, et cette petite Zélie qui a tout perdu lors du précédent massacre, qui a perdu sa mère, qui a perdu ses amis, et qui forcément est animée par une rage et une envie de vengeance intérieure qui est assez impressionnante. Vraiment, ils ont tous du positif et du négatif, et c'est ça qui est bien, les personnages ne sont pas manichéens, c'est réussi, la magie est charmante, l'univers donne envie, j'ai adoré cette saga. Je viens de finir le tome 2, et je me ronge les ongles, tellement j'ai hâte d'avoir le tome 3 qui à mon avis n'est pas prêt de sortir, car ça se termine sur un énorme cliffhanger. Donc vraiment, n'hésitez pas à lire cette saga qui fait du bien et qui se différencie enfin des autres. En quatrième position, une lecture que vraiment je ne pensais pas qu'elle serait dans ce top. C'est-à-dire que quand je l'ai lu, j'ai passé un super moment et je me suis dit, est-ce que je vais mettre un coup de cœur? Parce que vraiment j'ai adoré, j'ai lu en souriant, j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai eu peur, bref, toutes les émotions étaient là, c'était très bien écrit, mais pas de grande surprise. Je m'attendais à lire ça, j'ai lu ça. Cependant, vous voyez, ça fait bientôt 6 mois que j'ai lu ce livre et j'y pense vraiment régulièrement. Et rien que pour ça, je me suis dit qu'en fait, il m'avait beaucoup plus marqué que ce que je pensais sur le moment. C'est ça qui est génial avec le fait de faire un top de fin d'année, c'est qu'il y a des livres qui sur le moment, on était là, ouais, c'est un coup de cœur, c'est incroyable. Mais on se rend compte que 6 mois plus tard, on en a très peu de souvenirs. Et d'autres qui, au contraire, quand on les a lus, on s'est dit c'est sympa, mais sans plus, et qui en fait 6 mois plus tard, nous trouble et nous bouleverse encore. Ce livre, il s'agit de Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Je ne m'y attendais pas du tout car ce n'est pas du tout mon genre de lecture. Mais voilà, je le voyais partout ce livre. Je me disais, bon, j'ai envie d'une lecture doudou. On était pendant le début du confinement. J'avais trouvé une librairie, un espace culturel ouvert. Je m'étais jetée dessus en me disant, j'ai besoin de lecture pas prise de tête, joyeuse. Et ce livre m'a bouleversée. Voilà, ça raconte l'histoire d'une maman qui vit avec ses 2 filles, une petite fille de 7-8 ans et une ado, dans une grande précarité. Elle a des dettes pas possibles depuis sa séparation avec son mari et elle n'arrive pas à s'en sortir. La relation avec ses filles est de plus en plus complexe. Elle voit que ses 2 filles, l'adolescente comme la petite, sont en train de passer des phases difficiles et sont malheureuses. Et c'est pourquoi elle va décider de prendre ses économies. Et au lieu de les investir et de faire quelque chose pour sauver, pour sauver sa situation financière, elle va emprunter le camping-car de son grand-père et elle va les emmener voir les aurores boréales, voilà, en Scandinavie. Et alors, c'est formidable, parce qu'encore une fois, c'est un roman choral. Encore une fois, on va avoir le point de vue d'une petite fille qui s'appelle Lily et qui est un coup de cœur à elle toute seule, tellement elle est mignonne, délurée, touchante. Nous avons sa grande sœur qui a 14 ans, qui est en plein dans tous les émois que l'adolescence se réveille en elle, et c'est très compliqué pour elle de pas être en conflit avec sa mère, mais en même temps de la soutenir, de pas être énervée par sa petite sœur, mais en même temps de l'aimer. Vous savez, vraiment, l'adolescence pure et dure, tout ce qui est difficile et beau à la fois dans cet âge, et cette mère seule qui veut protéger ses 2 filles du monde, leur donner un petit peu d'espoir au milieu de toutes ces difficultés. Oh là là, j'ai été bouleversée, elles vont se retrouver à faire un voyage comme ça à l'arrache en sac à dos, elles n'ont jamais fait ça. Qui dit voyage dit qu'elles vont forcément découvrir des gens, découvrir des paysages incroyables, découvrir des choses sur les autres, mais surtout sur elles-mêmes. Et voilà, j'ai été bouleversée, déjà parce que ça incarne énormément de choses
de valeurs, que je crois dans le fait de voyager et de s'ouvrir aux autres et de sortir de sa zone de confort. Donc en fait, ça m'a fait du bien à une période qui était hyper difficile et anxiogène de retrouver un peu ces choses auxquelles je crois et que j'avais un peu mis de côté depuis quelques mois. De plus, les personnages sont énormes, c'est touchant, c'est mignon, il y a des problématiques très difficiles abordées dans ce livre. On n'est pas dans un univers tout rose malgré la couverture et autres. Des thématiques qui sont en plus d'actualité et qui vraiment font écho à ce qu'on vit et à ce qui sort un petit peu de la société depuis quelques années. Et vraiment, allez-y, lisez-le. Ça va vous faire du bien, vous allez sourire, vous allez rire, vous allez pleurer, vous allez être en colère. C'est vraiment un condensé d'émotions humaines représenté par des personnages très réalistes et hauts en couleur, et je suis moi-même étonnée d'en parler comme ça, tellement ce livre m'a fait du bien et m'a marqué. Donc j'ai pas encore été lire d'autres de Virginie Grimaldi, parce que comme je vous dis, c'est pas un genre littéraire vers lequel je vais, mais pourquoi pas en fait, voilà, je suis sortie de ma zone de confort, j'ai découvert un livre super, une autrice qui écrit très bien, et du coup je me dis que j'irai sûrement en lire d'autres d'elle quand j'aurai de nouveau un petit coup au moral et que j'aurai besoin d'une lecture qui va me rebooster à mort. On arrive sur le podium, et alors les livres ne peuvent pas être plus variés que sur ce podium, car en 3e position, j'ai fait le choix de vous mettre 2 livres de la même autrice poétesse qui n'est autre que Rupi Kaur avec son Lait et miel et Du soleil et des fleurs. Rupi Kaur, je l'ai enfin lu parce que ça faisait longtemps que je voulais la lire, et je l'ai découverte à une période de mon année qui était chaotique, cataclysmique, et j'ai eu l'impression qu'en lisant ses poèmes qu'elle avait réussi à mettre en mots tout ce que j'avais au fond de moi et qui n'arrivait pas à sortir. Donc rien que pour ça, c'était formidable. Voilà, c'est un recueil de poèmes autour de différentes thématiques où vous allez avoir des poèmes en prose, de quelques vers, des petites strophes. Il y a aussi des dessins qu'elle a elle-même fait, des illustrations. On va parler d'amour, on va parler de quête de soi, on va parler d'inégalité entre les hommes et les femmes, de violence, de rupture, de reconstruction, vraiment de plein de choses. Et c'est tellement beau et touchant et simple. C'est-à-dire que la poésie, ça n'a pas besoin d'être grandiloquent avec du grand vocabulaire. Prenez des mots de la vie de tous les jours, faites-en un vers, une phrase, et paf, vous touchez au cœur des millions de gens. Rupi Kaur, elle a des millions de lecteurs à travers le monde. C'est un succès incroyable. Et moi, je comprends pourquoi. J'ai été bouleversée par le premier tome, principalement. C'est un condensé d'émotions. Vous pouvez reprendre le bouquin, l'ouvrir à n'importe quelle page et le lire. Je suis sûre que ça vous touchera. Donc voilà, je vous invite à découvrir Rupi Kaur, à découvrir sa plume, cette jeune femme qui s'est fait découvrir grâce au réseau et grâce à Internet, et vraiment, c'est génial. Donc allez-y, offrez-le, lisez-le, ça touchera forcément quelqu'un. En 2e position, ce n'est pas très original, ce n'est pas très surprenant, mais bon Dieu, qu'est-ce que c'était incroyable cette lecture de début d'année. Il s'agit des 2 premiers tomes de la saga À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Une part de moi a envie de me baffer en me disant « Mais pourquoi tu as mis tant d'années à aller lire cette saga ?» Et une autre se félicite de ne pas l'avoir lu plus tôt, car j'ai vraiment, je pense, l'âge adéquat et requis pour bien comprendre toutes les subtilités de cette œuvre. C'est vraiment formidable. Nous allons suivre Lyra, qui est une petite fille qui a grandi au milieu d'une grande université et qui vit seule sans ses parents. Elle a son oncle qui est un grand explorateur qui passe de temps en temps lui faire coucou, mais voilà, en soi elle est assez isolée et solitaire. Un soir, elle va entendre que le grand chef de l'université, le patron, en gros le directeur, veut empoisonner son oncle. Elle va empêcher l'empoisonnement et se retrouver cachée dans une armoire à écouter quelque chose qu'elle n'aurait pas dû entendre. Et ce quelque chose, c'est que tous ces grands savants scientifiques, hommes évidemment, sont tous fascinés par quelque chose de troublant et qui les bouleverse et qui les fait flipper, qui n'est autre que la poussière. Alors on ne parle pas de la poussière qui s'accumule sous vos meubles quand vous ne faites pas le ménage, non, ici la poussière est une sorte d'entité physique, magique, qui recouvre le corps des enfants et qui ne recouvre pas celui des adultes. Il y a énormément de croyances autour de cette poussière. Certains pensent que c'est Dieu lui-même qui l'envoie sur Terre, sur les enfants qui sont des êtres purs. D'autres pensent que c'est un moyen de créer des liens entre les différents mondes. Bref, tous ces scientifiques et ces savants crêpent le chignon pour savoir qui a raison. Et ensuite, tout un enchaînement d'événements va arriver qui fait que Lyra va se retrouver au cœur d'une énorme aventure. Son meilleur ami va être enlevé, elle va partir à sa recherche et alors là, elle va faire des rencontres incroyables entre les gitans, entre les savants justement qui sont manipulateurs et dangereux, entre des ours en armure, entre des magiciens, des sorcières, tellement de choses, elle va vivre tellement d'aventures et c'est formidable. Déjà, tu voyages, mais alors tu voyages dans différents mondes, dans les pays du Nord, c'est magnifique, tu as des personnages hauts en couleur et vraiment formidables. Incroyables, ils sont complexes, ils ne sont pas encore une fois manichéens, on a du bon, on a du mauvais, des fois on est énervé, même si c'est un livre jeunesse, on n'est pas face à une petite fille parfaite qui vraiment va sauver le monde entier, non on est face à une gamine qui a du caractère, qui est impertinente, qui est saoulante des fois, et qui va se retrouver au milieu de tout ça, qui ne comprend pas d'ailleurs tous les enjeux de cette quête autour d'elle, elle veut juste retrouver son meilleur copain qui a été enlevé, c'est tout.
Le reste, ça ne l'intéresse pas. J'ai oublié de vous dire quand même une particularité de cet univers qui, moi, m'a beaucoup touchée, c'est que là-bas, les êtres humains ont une entité avec eux qui s'appelle un démon, et en fait, c'est une partie de leur âme qui est représentée par un animal. Et ils ne peuvent pas s'en séparer, ils ne peuvent pas s'en éloigner sans ressentir une atroce souffrance. Et voilà, du coup, tous les personnages ont une sorte d'animal en plus avec eux qui leur parle, avec qui ils communiquent. Et ça rend vraiment l'histoire hyper riche. Cet univers est dingue, il est dingue, vraiment. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas eu un coup de cœur pareil pour un univers. C'est d'une complexité comme saga. On va parler de physique quantique, on va parler de tellement de choses, de sciences sociales, la nature humaine, le bien et le mal, de théologie. Et Philippe Pullman, il y va, hein, dans le genre dénonciation et autres. C'est pour ça que je trouve que ce n'est pas vraiment pour les enfants. Après, s'il y a des enfants qui arrivent à le lire et qui comprennent tout et qui sont passionnés, tant mieux. Mais vraiment, il y a des choses qui ne sont pas du tout accessibles, selon moi, pour des pitchouns, et que même adultes, des fois, on se dit, mais il a vraiment dit ça, là? À travers cette petite aventure, il est vraiment en train de clasher tout un univers et tous des fonctionnements sociétals qu'il y a actuellement dans nos mondes. Vraiment, c'est un bijou, Philippe Pullman, c'est incroyable, et j'invite quiconque, que vous aimiez le fantastique ou pas, à le lire. Je vais conclure là-dessus, parce que ça fait 5 minutes que je parle de 2 mêmes bouquins, donc allez-y. Nous arrivons au numéro 1. Qui est sur le podium en 2020? 1000 petits riens de Jodi Picoult. Alors là, tous ceux qui me suivent habituellement, ils vont faire « Ah bah oui, forcément ». 1000 petits riens, lecture bouleversante, que je voulais lire aussi depuis des années, juste parce que j'aimais bien le titre et la couverture, et j'ai découvert une histoire. Du coup, je l'ai prêté, et j'arrête pas de le prêter, donc je crois que je reverrai jamais mon exemplaire et qu'il va vite falloir que je le rachète, parce que c'est génial. 1000 petits riens, nous suivons l'histoire de Ruth, qui est une sage-femme de couleur noire aux États-Unis. Un jour, lorsqu'elle est en service, il va y avoir un couple de suprémacistes blancs qui vont refuser qu'elle s'occupe de leur enfant, car elle est de couleur noire. Déjà, ça te donne une idée de l'ambiance. Ce petit bébé va décéder des suites d'une malformation cardiaque dans ses premières heures de vie, et ce couple totalement déformé par la rage et le désespoir vont accuser Ruth en disant que c'est forcément elle, car elle a touché à leur enfant et qu'elle est noire. Vous vous dites, mais faut être complètement barré, mais non, des gens comme ça existent vraiment. Et du coup, Ruth va être traînée en justice, accusée de meurtre quand même, d'homicide involontaire ou volontaire, c'est tout un débat. Et une jeune avocate qui s'appelle Kennedy va décider de prendre sa défense en main et de faire en sorte que cette femme qui n'a absolument rien fait ne finisse pas sa vie en prison. La seule souci, c'est que Ruth, elle est totalement blessée par cette accusation, et notamment par l'énorme fait de racisme qu'il y a derrière ça, car évidemment, c'est sur elle que ça tombe. Un couple de suprémacistes blancs qui accuse une femme noire. Elle va vouloir du coup défendre ses convictions et cette lutte contre le racisme, mais personne ne l'écoute. Tout le monde dit non, n'allez pas sur ce terrain-là, c'est beaucoup trop dangereux. Vous risquez de pas d'être emprisonné. Nous allons plutôt parler du fait que vous n'avez rien fait, que vous y êtes pour rien, que vous êtes une très bonne sage-femme. Et ça part dans un délire de société, dans un débat qui est vraiment au cœur de notre époque, mais surtout aux États-Unis, qui est au cœur de leur culture. Il faut vraiment battre et combattre toutes ces idées, et ce bouquin le fait très bien. C'est un roman choral, nous avons les 3 points de vue, Ruth, Kennedy, l'avocate, et je crois qu'il s'appelle Trey, comment il s'appelle déjà? Tyler, Trey, je sais plus, bref, le père suprémaciste blanc. On comprend aussi comment on devient un suprémaciste blanc, comment on a autant la haine comme ça de personnes d'autres couleurs, d'autres cultures, d'autres origines que soi. Ça m'a bouleversée, parce qu'en fait, ça a totalement cassé toutes mes croyances sur le sujet du racisme et de la tolérance et de la bienveillance. Car étant antiraciste et combattant au quotidien depuis toujours contre les inégalités et les discriminations, je me suis rendu compte que moi-même j'avais eu, par des remarques, par des questions pourtant pas méchantes, des comportements racistes. Et alors là, ça m'a bouleversée de me dire, mais mon Dieu, mais en fait, quand je fais ça, en pensant être à l'écoute, compréhensive, en fait, je suis encore en train d'avoir un comportement raciste. Et alors là, je vous jure, si vous voulez vous aussi un petit peu faire trembler les murs de la société et de vos croyances, c'est le livre à lire. On passe en plus le fait que du coup, il y a tout un jugement, du coup, on trépigne d'impatience, il y a des rebondissements durant le procès, on aimerait savoir si oui ou non elle va s'en sortir, et jusqu'au bout, on ne sait pas. Et je ne vous dirai rien. C'est inspiré d'une histoire vraie en plus, et là, je me dis, mamma mia, il y a quelqu'un qui a vraiment vécu ça dans ce monde de fous. C'est passionnant. Vraiment, moi, ça m'a bouleversée. C'est le meilleur livre de l'année. Je le recommanderais, c'est un des meilleurs livres de ma vie, tout court. Donc, allez-y, lisez-le. Vous l'avez, mon top 10 2020. Donc comme je vous disais, moins de lectures cette année, mais de très bonnes lectures. Je suis sortie des cases et des genres littéraires que je connais bien pour aller lire de nouvelles choses, et ça a été une très bonne décision. Je vous avais souhaité de belles surprises pour 2021, je vous souhaite un petit peu de douceur, de confort, de bien-être et de sécurité. Dans ce climat qui est très insécurisant, qui est très anxiogène, vraiment, prenez soin de vous, soyez un peu égoïste. C'est vraiment le moment de penser, de prendre du recul un peu sur l'existence et de penser à vous.
Voilà, on est dans une époque où tout est bouleversé, alors bouleversons totalement les choses et soyons heureux. Et je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux, d'être avec les gens que vous aimez le plus, voilà, de chérir ces liens. Soyez heureux, lisez des bouquins. Si comme moi c'est votre refuge et votre petit plaisir au quotidien, allez-y, investissez-le. Je vous souhaite en tout cas à toutes et tous de superbes lectures. J'espère que votre année 2020 a été aussi riche que la mienne en termes de découverte littéraire. J'attends vos commentaires, j'adore vos commentaires quand vous me conseillez des bouquins. À chaque fois après je vais voir, il y en a beaucoup du coup que je lis, c'est grâce à vous. Si vous voulez avoir toutes mes lectures d'ailleurs, elles sont toutes sur Instagram. Donc n'hésitez pas à y aller, à vous abonner. Pareil ici, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à activer la cloche, car YouTube a un algorithme pourri qui vous désabonne si vous n'êtes pas actif sur la chaîne. Et du coup, moi, ça me fait perdre des followers. Donc je me dis, mince, tout le monde se désabonne. Et vous, à côté, vous venez me voir en me disant, ah, je suis plus abonné. Je reçois plus une notification pour voir tes dernières vidéos. Donc n'hésitez pas à vérifier. Et je vous embrasse. Et je vous souhaite plein de belles choses pour 2021. Et voilà, je vais clôturer là-dessus parce que, comme d'habitude, une fois que je suis lancée, je n'arrive plus à m'arrêter. Soyez heureux, prenez soin de vous, vive la vie, ciao.